J'ai reçu de M. Bruno Leroux et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen une motion de renvoi en commission déposée en application de l'article 91 alinéa 6 du règlement. La parole est à Madame Bernadette Laclais pour une durée ne pouvant excéder 15 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les députés. Les échanges que nous avons eus aujourd'hui confirment, s'il en était besoin, quelques points qui peuvent nous rassembler, et quelles que soient nos opinions politiques, nos convictions religieuses et nos dispositions dans ce débat. Le premier point, nous avons conscience que nous discutons aujourd'hui d'un enjeu particulier, aux dimensions complexes, souvent douloureuses, parfois confuses. Un enjeu qui commande de nous départir de postures simplistes ou dogmatiques. D'ailleurs, les différents groupes politiques l'ont bien compris depuis longtemps, puisqu'ils évitent généralement, pour un tel sujet, d'imposer des consignes de vote. Deuxième point. Peu de sujets doivent composer à ce point avec une double dimension. D'une part, le droit de la personne elle-même, en tant qu'individu, à garder la maîtrise de son destin et avoir respecté au mieux ses souhaits. Et d'autre part, le devoir de la société de garantir la protection des plus fragiles, des plus vulnérables et de prévenir les excès, sachant qu'en la matière, la frontière entre certitude et questionnement se révèle bien fragile. Troisième point, très concret dans son ampleur. Il y a dans notre pays une insupportable distorsion entre les textes et la réalité. Les textes, qu'ils soient législatifs ou réglementaires, ils ont au fil des années permis une avancée indiscutable. Mais dans le quotidien, dans la réalité, c'est un chiffre simplement dramatique. Aujourd'hui, dans notre pays, une personne sur 3 connaît une fin de vie dans la souffrance et ne bénéficie d'aucun traitement sédatif ou antalgique. Vous avez vous-même admis cette réalité, Monsieur Leonetti, dans l'évaluation de votre loi en 2008, qui vous a amené à constater que ces textes sont mal connus et mal appliqués. Je ne dirais pas qu'ils ont été mal conçus. Cette évaluation a conduit à de nouvelles préconisations. La mise en place de l'Observatoire national de la fin de vie et des pratiques d'accompagnement, la création de la location journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, l'élargissement des possibilités de déclencher les procédures pour limiter ou arrêter les traitements. Et enfin, l'introduction de la sédation dans le code de déontologie médicale et son corollaire. Le fait d'admettre, sous condition de l'accord explicite de la personne, que le traitement antidouleur efficace, administré en fin de vie, puisse, dans un double effet, provoquer aussi une mort plus rapide. On peut trouver que de 2005 à 2013, les choses ont été longues. Mais que de chemin parcouru, si l'on veut bien admettre que notre société n'a pas été préparée à de telles évolutions. Alors les textes ont évolué, mais le constat demeure, attesté une nouvelle fois par le rapport SICAR rendu public en décembre dernier. La loi Leonetti, et je cite, est un chemin mal connu et mal pratiqué, alors qu'il répond à la majorité des situations. Vous avez sans doute été nombreux, chers collègues, à mesurer comme moi cette réalité sur le terrain, dans les centres hospitaliers que vous connaissez bien, où il est parfois difficile d'obtenir des réponses claires, voire de simples éléments d'information sur ces dispositions. Ce contexte, mais aussi les échos régulièrement repris dans la presse de situations individuelles dramatiques qui frappent à juste titre l'opinion, ont alimenté le débat sur la fin de vie et plus précisément sur l'opportunité d'aller plus loin dans l'aide active à mourir. Plusieurs propositions de loi ont été déposées par mes collègues parlementaires de toute sensibilité politique sous la précédente législature, à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Il était dès lors bien légitime que le sujet soit abordé dans la campagne électorale des présidentielles et heureux que le président François Hollande, alors candidat à l'élection présidentielle, témoigne de son attention à ce sujet. Et qu'une fois élu, il tienne très vite à donner une suite à sa proposition 21 qui prévoyait un cadre très strict
toute personne majeure en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable, provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable et qui ne peut être apaisée, puisse demander dans des conditions précises et strictes à bénéficier d'une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité. Je voudrais souligner le calendrier court, puisque dès le mois de juillet, il rendait publique la mission de réflexion sur la fin de vie confiée à Didier Sicard, mission qui consistait expressément à conduire ses travaux avec une attention pour tous les points de vue, dans un souci d'écoute et de respect mutuel. Rendu public le 18 décembre, là aussi, délai court. Ce rapport, dont la qualité et la profondeur d'analyse ont été unanimement saluées, confirmait l'attente de nos concitoyens vis-à-vis d'une meilleure prise en compte de leurs espérances à l'égard de la fin de vie. Et prenez acte d'un sondage réalisé pour le compte de la mission, dans lequel 56% des Français déclarent souhaiter être aidés médicalement à mourir. Partant de là, ce rapport propose notamment la possibilité d'une administration d'une sédation terminale, entraînant le coma puis la mort aux patients qui l'auraient demandé de façon réitérée. Il ouvre, sans le recommander explicitement, la réflexion sur le suicide assisté, c'est-à-dire la possibilité pour un malade incurable d'absorber un produit létal sous la responsabilité de l'État, mais dans le même temps, il rejette toute hypothèse d'euthanasie. Sur la base de ces réflexions, le président a saisi le CCNE, je n'y reviens pas, mais il y a un point qui est évoqué dans le CCNE qui, à mon sens, n'a pas été beaucoup évoqué cet après-midi, à l'exception peut-être de Mme Pompili. Ce sont les questions relatives aux conditions dans lesquelles, une fois les traitements interrompus, la prise en charge d'un patient peut être améliorée. Dans le même temps, Madame la ministre des Affaires sociales, Mme Touraine, confirmait ici même, en réponse à l'une de nos collègues, Véronique Massonneau, qu'un projet de loi serait présenté au Parlement. Elle nous a confirmé très clairement ce point de vue. Quelques semaines plus tard, je tiens à le souligner aussi, l'Ordre national des médecins faisait connaître une évolution de sa doctrine. Et il faut là aussi, je crois, le souligner, en envisageant pour la première fois qu'un collège médical puisse permettre une sédation terminale dans des cas exceptionnels au nom, je cite, d'un devoir d'humanité. Voilà, monsieur le rapporteur, le contexte dans lequel intervient votre proposition de loi que vous nous avez soumise aujourd'hui. Vous en avez rappelé les dispositions, je ne les développerai pas. Mais, monsieur le rapporteur, vous ne serez pas étonné que notre réponse se fonde avant tout sur un critère d'opportunité. Vous l'avez reconnu vous-même en commission, vous l'avez reconnu tout à l'heure. Au moment où vous rédigiez ces propositions, vous pensiez que le CCNE aurait rendu son avis. Or, cet avis ne sera pas connu avant le mois de juin. Je vous remercie d'ailleurs de ce point de vue de l'avoir dit aussi clairement tout à l'heure. Par ailleurs, toute personne, et a fortiori quelqu'un comme vous qui maîtrise et saisit toute la dimension de ce sujet, admettra facilement que discuter aujourd'hui de ces deux dispositions ponctuelles n'est pas le sujet pour lequel nos concitoyens attendent une réponse, n'est pas le sujet pour lequel nos concitoyens espèrent un débat, et que ce texte de loi, qui tient en une seule page, n'est pas le véhicule législatif le plus approprié. Si votre objectif était d'améliorer la loi de 2005, l'objectif est louable, mais n'est-ce pas un peu précipité ? Même si j'ai retenu en commission que vous ne vouliez en aucun cas réaliser de putsch. Si c'est pour amorcer le débat à venir, permettez-moi de vous le dire ainsi, n'est-ce pas alors manquer quelque peu d'ambition ? Comme ajuster une pierre à un mur que l'on veut reconstruire, conforter, fortifier. Si c'est votre position d'en rester à ce qui a été proposé par Didier Sicard et qui vous semble faire consensus, c'est votre point de vue. Il est respectable. Mais acceptez que ce ne soit pas forcément celui qui est attendu par nos concitoyens. Si l'on veut reconstruire ce mur, on a besoin de matériaux solides pour s'édifier. Et nous avons beaucoup de pierres à apporter sur l'application de la loi existante et la communication qui en est faite auprès de nos concitoyens. Sur l'évolution à mettre en œuvre dans les études médicales en faveur d'une meilleure prise en compte de la fin de vie, ce qui implique plus qu'une modification technique, un changement de culture de la part du personnel médical pour qui la fin d'un traitement reste perçue comme un échec, un inadmissible renoncement et qui trouve trop souvent dans le surinvestissement technique une réponse à l'impuissance qu'ils éprouvent sur le plan relationnel face à des mourants.
sur les modalités à encadrer strictement dans la mise en œuvre d'une sédation en phase terminale, et plus encore l'éventuelle évolution vers un suicide assisté, sur les spécificités liées aux situations de fin de vie en néonatologie ou dans les services d'urgence, sur la diffusion des soins palliatifs au-delà des unités spécialisées et l'abolition des frontières entre les deux approches, sur la collégialité indispensable à toute décision de sédation terminale. Pardonnez-moi de ne pas continuer, il y aurait beaucoup trop de questions. Sur toutes ces questions et sur les réponses qu'elles impliquent, il importe que nous prenions le temps d'un débat serein, où chacun a le droit de défendre des points de vue qui ne relèvent plus de clivages politiques traditionnels, où la dialectique se porte sur le champ de la liberté individuelle, le respect de la personne et la responsabilité collective. Nous ressentons tous l'attente de nos concitoyens en faveur d'un tel débat, profond, ouvert, qui apporte sinon des apaisements à leur inquiétude, au moins des éléments pour y voir clair et des perspectives d'évolution et d'amélioration. Je crois que cet après-midi, nous avons été à la hauteur de ce débat. Les sondages d'opinion révèlent qu'une immense majorité des personnes interrogées se dit favorable à une légalisation de l'euthanasie. C'est un élément à prendre en compte, bien entendu. Mais nous avons tous, à l'épreuve des faits, constaté aussi combien une opinion établie, en pleine santé, est susceptible d'évoluer lorsqu'elle est confrontée à la réalité. Combien tel refus ou détermination tranchée n'ont plus la même assurance face à un proche dont on ne supporte plus les souffrances, ou face à une décision à prendre dans un contexte d'émotions extrêmes, de fatigue, de vulnérabilité, décision qui pourtant nous accompagnera le reste de notre vie. Nous avons tous conscience qu'un parti pris trop clairement assumé dans un sens ou dans l'autre devra s'appliquer à la réalité du moment et à la singularité de chaque situation, et nous devrons en assumer les apports, mais aussi les limites. Nous savons qu'en la matière, les mots, les expressions, les attentes peuvent avoir un sens ambigu, et que, quand bien même la douleur est vaincue, la frontière est ténue entre l'acte provoqué et la conséquence attendue. Tout est question de nuances. Mais ces nuances-là en disent long sur l'idée que l'on se fait de l'homme, de sa liberté, de sa vie. Je souhaite que ce futur débat contribue à nous éclairer également sur l'image que notre société véhicule de la mort, en la fuyant le plus souvent, en la cachant. Si elle accepte de la voir comme un aboutissement naturel, dans une vision plus apaisée, plus sereine parce que chacun saura qu'il sera accompagné, aidé, respecté dans ses choix d'adulte, quels qu'ils soient, aimé, car combien nous disent qu'ils souffrent d'un manque de tendresse dans ces moments. Si nous acceptons tout cela, alors notre société aura franchi un nouveau pas. Pour toutes ces raisons, vous comprendrez que nous demandions le renvoi en commission et je vous invite, chers collègues, à voter la motion présentée en ce sens par notre groupe.